Moi, je négocie avec des gens qui me disent j'ai pas le budget, mais j'aimerais bien bosser avec toi, que des gens qui me disent avec mépris c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais. Si c'est trop cher pour ce que c'est, tu sais quoi, tu vas trouver quelqu'un de moins cher. Voilà, vous connaissez la meuf maintenant. Je pense que les posts les plus viraux, c'est pas ceux qui convertissent le plus aussi. Exactement. C'est vrai. Il y a cette croyance limitante aussi de se dire que plus je vais être visible partout, plus je vais avoir plein de clients, mais ça veut pas dire que tu vas avoir des clients de qualité. Il y a un côté un peu mystérieux avec la viralité. Moi, il y a des vidéos où je me suis dit, c'est sûr que ça va prendre. Oui. Pas du tout. Et il y en a d'autres où je m'attendais pas du tout à ce que ça pète. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de Break Room, le podcast dans lequel on parle rapport au travail, entrepreneuriat, communication en équipe, en posant des questions, jamais en donnant d'affirmations. Je suis Juliette Cadeau, je suis la fondatrice de l'agence Cadeau, l'agence qui vous permet d'avoir des résultats réels grâce à des actions virtuelles. J'ai créé ce podcast pour faire de la place à mes équipes, pour les laisser parler aussi de leur rapport au travail, de leur rapport à la carrière, à la profession et des sujets inhérents à notre expertise qui sont la communication et le marketing. Aujourd'hui, on va se poser une question qui est plutôt autour de notre expertise en elle-même et on va se demander est-ce qu'il y a une vraie recette pour être virale sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Autour de la table pour en parler, Juliette Cadeau, fondatrice et CEO de l'agence, qui ne s'est pas changée depuis l'épisode 1 du podcast. Est-ce que c'est un problème d'hygiène? Est-ce que c'est juste qu'on tourne les 3 épisodes à la suite? Bonne question. Je suis entourée à ma droite d'Anne Mafal, qui a vu 3 fois Aya Nakamura en concert en l'espace de 3 jours. Hey. Non, on n'a dit pas de contexte. Et qui bousille mon concept. Également, on a Brian Bertrand, qui est chargé de communication au sein de l'agence et qui vient d'essayer d'échanger des services de photographe Insta contre du babysitting, sans succès pour l'instant. On va commencer, les amis. Donc, notre question du jour, c'est est-ce qu'il y a vraiment une recette pour être viral sur les réseaux sociaux aujourd'hui? On va parler d'un sujet un petit peu plus bas de tunnel pour ceux qui connaissent les termes marketing, mais plutôt un sujet inhérent en fait à notre expertise, parce qu'il faut bien qu'on montre aussi qu'on sait de quoi on parle. Donc, la première question que je vais vous poser, les amis, c'est est-ce que pour vous, en fait, c'est quoi pour vous la définition de viralité? Quel chiffre vous mettez sur la viralité aujourd'hui, sur un contenu? On peut dire qu'un contenu est viral à partir de combien de vues? Alma, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça dépend du réseau social. Je dirais sur TikTok que quand t'es viral, c'est que t'as fait au moins 1 million de vues. Ouais. Si je fais 1 million de vues, là, t'es viral. Et sur Insta, je pense que c'est plutôt différent parce que c'est vraiment plus dur sur Instagram d'être viral comparé à TikTok. Et sur Insta, j'aurais dit dès les 100 000 vues, en fait, tu peux commencer à dire que ta vidéo elle est virale. Ok. Et toi, Brian? Je suis un peu dans les niveaux chiffres, je corrobore un peu avec toi, ouais. Ouais. Ça dépend aussi, je pense, comme tu le dis très bien, du réseau, et ça dépend aussi du contexte. Sur YouTube et sur Instagram, c'est plus difficile de faire des vues, donc effectivement, on peut considérer une vidéo virale à plusieurs centaines de milliers de vues. Moi, je dirais plutôt TikTok, c'est quand on dépasse le plusieurs milliers de vues, plusieurs millions de vues, parce que oui, plusieurs milliers de vues, ça va. Non, quand on dépasse plusieurs millions de vues, pour moi, sur TikTok. Et sur Insta, j'aurais dit quand même, à partir d'1 million de vues, tu vois. Ah ouais? Ouais, Okay. pour la viralité. Parce que justement, la viralité, c'est que c'est vraiment, ça pète, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue. Il y a une portée énorme. Après, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a différents niveaux de viralité. C'est une excellente question, mais peux-tu y répondre? Du coup, oui. Moi, je me dis qu'il y a différents niveaux de viralité. Parce que je me dis sur Insta, quand ta vidéo, elle a fait 100 000 vues, c'est que t'as quand même beaucoup d'engagement derrière et que c'est un sujet qui fait parler quand même, tu vois. Donc, je trouve qu'à partir de là, il y a un petit truc. La vidéo, elle a un petit potentiel. Après, sur Insta, quand t'as vraiment 1 million de vues, c'est que t'es vraiment quelqu'un ou que c'est vraiment un sujet soit clivant, soit... Ah bah oui. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est que c'est soit un sujet clivant ou alors c'est quelque chose qui touche... En fait... pour moi, c'est un sujet qui a touché les émotions des gens, tu vois. Je veux pas anticiper sur les questions, mais on va en parler, tu vois. Justement, on va en parler. Et c'est quoi pour toi les éléments indispensables à un post qui cartonne? Est-ce qu'il y a une checklist de la viralité? Oui. Oui. Il y a tout ce qui est le contexte d'image dans ta vidéo. Si on parle d'un contenu vidéo, est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que le cadrage est bon? Est-ce que également, du coup, d'un point de vue contenu, le message qui va être diffusé, est-ce qu'il est il peut correctement être compréhensible? Et surtout, est-ce que on arrive, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, est-ce qu'on arrive à transmettre l'émotion à travers ce contenu? J'ajouterais un truc, en fait, c'est que il y a des gens qui pourraient te dire, ouais, Brian, mais tu vois, il y a des vidéos qui sont parties virales, alors qu'elles sont pas qualitatives, etc. C'est vrai. Je réponds à ça. En fait, tout dépend du contexte. Ça dépend du contexte de la vidéo. C'est normal qu'une vidéo
divertissantes dans lesquelles quelqu'un fait n'importe quoi ou fait un bruit marrant, etc., partent beaucoup plus virales, même si ça a l'air d'être filmé avec un Nokia 3310. Alors que sur un sujet expertise, ça va être beaucoup plus difficile de partir viral. Et donc là, le fond va autant compter que la forme, finalement. Exactement. Que ce soit le montage, l'image, etc. En gros, en fait, pour un sujet expertise, on peut avoir aussi un besoin, en fait, d'avoir une image qualitative, finalement. Donc, je pense que ça dépend aussi du contexte, mais effectivement, si on parle sur un contexte de divertissement, l'image en elle-même, elle est pas forcément intéressante. C'est vrai. Par contre, je suis d'accord sur un sujet expertise, et de toute façon aussi, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, et en plus, je me dis que, autant avoir le fond et la forme. Si on peut avoir les deux, si on peut avoir les deux, faut pas se priver, exactement. Alors, je vais parler sous deux points de vue. Je vais parler sous le point de vue professionnel et sur le point de vue créateur de contenu. Sur le point de vue professionnel, je me dis qu'il y a une checklist de la viralité. C'est-à-dire qu'en tant que communicant et marketeur, on fait des brainstorming, on fait des ateliers pour les clients, et on établit en fonction du client, en fonction de son secteur d'activité, son domaine, ses cibles et ses objectifs, quels sont les éléments qui peuvent lui permettre le plus de se rapprocher de la viralité. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du client, on étudie les possibilités et qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour que le client, il ait une explosion de visibilité d'un coup. Donc, de ce côté-là, je peux dire qu'il y a une checklist de la viralité. Mais en fait, pour moi, la viralité, c'est une probabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu étudies le truc, tu te dis, OK, en faisant ça, ça et ça, et en appliquant cette stratégie, voici le potentiel de viralité que le contenu pourrait potentiellement avoir, mais en fait, il y a rien qui nous garantit forcément que la vidéo va être virale parce que on sait pas comment l'audience va accueillir cette vidéo-là. C'est ça, je voulais qu'on s'amène aussi là-dessus, c'est que il y a quand même, est-ce que c'est une part de chance ou est-ce que c'est une part de probabilité? Chacun mettra la définition qu'il veut dessus. Mais je suis pas sûre qu'en fait, c'est pas parce que tu réunis tous les ingrédients pour être viral que tu vas être viral. Exactement. Parce qu'en fait, parfois, les voies de l'algo sont impénétrables, mais surtout, comme tu le dis, c'est la résonance avec l'audience. Exactement. C'est-à-dire que tu peux mettre tous les trucs de ton côté pour essayer d'être viral. Et finalement, comme tu fais que d'essayer, tu ne l'es pas. Et du coup, tu vois, il y a un côté où, en fait, il y a un côté un peu mystérieux avec la viralité. C'est que parfois, t'as des vidéos qui prennent parce que tu sais pas pourquoi. Moi, il y a des vidéos où je me suis dit, c'est sûr que ça va prendre. Pas du tout. Et il y en a d'autres où je m'attendais pas du tout à ce que ça pète parce que moi, pour le coup, on a fait pas mal de vidéos virales sur mes différents comptes. Mais c'est jamais celle auquel je m'attendais. Il y a pas un seul moment où j'ai fait un all-in sur cette vidéo-là en me disant, celle-là, c'est sûr, elle va péter, quoi. Mais donc effectivement, comme tu le dis très bien, d'un point de vue professionnel, nous, on garantit jamais rien. Faut faire très attention à ça. C'est impossible de garantir quoi que ce soit. On fait des promesses de moyens. On fait pas des promesses de résultats. Mais en fait, ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. C'est que, on va en parler justement. Est-ce que tout le monde peut être viral? Oui. Moi, c'est une question que j'ai à te poser là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'Alma aussi crée du contenu sur ses propres réseaux. Toi, c'est pas ton cas, pas encore. Brian, seulement sur LinkedIn pour l'instant, mais tu viens de débarquer dans le game. Mais du coup, toi, Alma, qui crée du contenu aussi, est-ce que tu penses que tout le monde peut être viral? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de personnalité où il y a des personnes qui parlent mieux que d'autres? Après, c'est des choses qui s'apprennent. Des personnes qui ont plus de charisme. Est-ce que le charisme est obligatoire pour devenir viral? Tu vois, j'ai plein de trucs à te poser. Moi, je pense pas que le charisme soit obligatoire pour être viral. Je pense pas que c'est sûr que la personnalité joue une partie. Mais des fois, il y a des gens qui font pas exprès, ils font une vidéo, ils disent absolument rien, ils font rien de spécial et pourtant la vidéo explose et on comprend pas forcément pourquoi. Donc des fois, ça dépend, ça se joue à de petits détails. Des fois, les gens, ils explosent sur les réseaux parce qu'ils ont tenu le stylo d'une telle manière et que les gens, ils sont pas habitués à voir ça et que du coup, ils parlent de ça, mais ils parlent pas forcément du fond de la vidéo, par exemple. Kendall Jenner qui coupe un concombre, par exemple. Exactement. Tu vois? C'est vrai. Donc, super drôle, ça. Mais oui, c'est vrai. Mais j'ai l'image en tête. Mais tu vois, en fait, et c'est là aussi, c'est pour ça qu'en fait, dans ce podcast, on veut vous montrer que il y a des choses qu'on peut mettre en place pour ces fameuses promesses de moyens, de faire en sorte d'être, qu'une vidéo, pas forcément soit virale, mais fonctionne bien. Mais il y a un tas de facteurs exogènes, exogènes qui sont en dehors, un tas de facteurs exogènes qui font que la vidéo, par exemple, la vidéo Kendall Jenner, est-ce que si ça avait été une personne lambda, ça aurait fait de la viralité? Et c'est aussi parce que, comme tu le disais très bien, il y a de la probabilité. Et donc, en fait, à partir du moment où je peux te poser la question, et si j'ai pas une réponse franche en face,
Bah, ça reste de la supposition. Oui. Donc, en fait, est-ce que ça deviendrait viral si jamais c'était Brian Bertrand qui coupait un concombre comme ça? Bah, c'est très, alors, pour ceux qui écoutent en podcast, je suis désolée, c'était pas du tout un mouvement radiophonique. C'était pour la version vidéo sur YouTube. Du coup, effectivement, si quelqu'un coupe un concombre de la manière donc Kendall Jenner a essayé de le couper parce que, bah, elle a jamais vraiment cuisiné de sa vie. Est-ce que si Brian Bertrand le faisait, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que ce serait parti viral? Mais bien sûr. Très bonne question. Oui. Non, franchement, je pense que il y a ce truc de est-ce que tout le monde peut être viral? Moi, oui, mais j'espère que non, parce qu'il y a quand même des gens qui méritent pas non plus d'avoir une lumière sur eux. J'aime bien vois. ça. J'aime En bien ce que vrai. vous dites, Monsieur Bertrand. Donc il y a ce truc aussi de si moi par exemple sur LinkedIn je prends la parole sur certains sujets, c'est pour sensibiliser par exemple certains alternants qui comme moi sont dans la même boîte, dans le même prisme, tu vois. Ouais. C'est pour leur montrer que t'inquiète, moi aussi je comprends, je comprends ce que tu vis, je suis là pour toi, y a pas de galère, évite de faire ces erreurs là. Ou alors par exemple post du jour, si tu travailles ton SEO, je te conseille de faire ces petits tips là, etc. Donc je pense c'est important de pas donner la lumière à n'importe qui. Par contre, moi, là où je retiens ce que tu dis là, c'est que est-ce qu'il y a une recette pour être virale, mais il y a aussi des recettes qui ne seront pas virales. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, on sensibilise énormément les clients là-dessus quand on fait les stratégies et quand moi je donne du coaching à nos clients aussi. On les sensibilise beaucoup, c'est de leur dire en fait votre expertise partira rarement virale. C'est-à-dire qu'un post sur le SEO et ton post est super. Mais c'est pas un post qui est censé être viral. C'est-à-dire qu'en fait, des tips pour appliquer au SEO. Est-ce que déjà tous qui regardaient ce podcast, est-ce que vous êtes familiers avec le terme de SEO ou pas? En fait, il y a des sujets qui ne vont pas être viraux. Par exemple, nous, cet épisode de podcast-là, on sait qu'on va pas parler à tout le monde parce qu'en fait, tout le monde n'a pas envie d'être viral sur les réseaux. Tout le monde n'a pas envie de communiquer sur les réseaux. Versus notre premier épisode qui parle du rapport au travail entre les générations. Donc, est-ce que la Gen Z est vraiment feignante? Bah, c'est plus un épisode qui fera sûrement peut-être un peu plus de vues. Et du coup, je spoil, effectivement, on enregistre les 3 d'un coup. Et donc, en fait, c'est pas que je m'étais pas changée. Mais non, enfin, en fait, voilà, le truc, c'est que on sait que ce type de contenu, bah, comme c'est plus un sujet de société que tout le monde peut commenter, regarder, comprendre, évidemment, ça a plus de chances de faire plus de vues qu'un sujet beaucoup plus technique. Ouais. Ça touche une audience plus large, donc forcément, il y a plus de chances aussi que il y ait une meilleure portée. Et du coup, ma question, c'est quoi votre contenu le plus viral et pourquoi, selon vous, il a pété? Bon, c'est surtout pour Alma et moi, parce que toi, Brian, tu peux nous en parler du post LinkedIn qui a le mieux fonctionné pour toi, parce que même s'il a pas forcément été viral, quel est ton post qui a le mieux fonctionné et pourquoi, selon toi? Je sais. Le post qui a le mieux fonctionné, c'était est-ce que être gentil au travail, ça ne fonctionne pas. Intéressant. Il a le mieux fonctionné parce que, justement, il touchait une audience plus large et c'est ce qui a fait qu'il a une plus grande portée. Pourquoi il touche une audience plus large? Je suis en train de lui faire parce qu'avec Brian, on travaille aussi tout ce qui est analyse, etc. Pourquoi d'après toi, il a touché une audience plus large? Parce que l'accroche était clairement ciblée pour et c'est un sujet d'actualité en fait, et c'est quelque chose qui je dirais même c'est un sujet en fait qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. La plupart des gens ont un travail, la plupart des gens se sont sentis trop gentils ou ont vu des gens trop gentils au travail. En fait, clairement. C'est ça le sujet ce qui va être inhérent au succès d'un poste, c'est est-ce que moi c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit à tous les clients, un poste qui peut avoir plus de succès, plus de visibilité, c'est un poste que l'on peut lire, comprendre et commenter, quel que soit notre âge, notre condition sociale, notre rôle, notre secteur, etc. Et typiquement, être gentil au travail ou être trop gentil au travail, que je sois ingénieur ou que je sois plombier, que je sois une femme, que je sois un homme, que je sois alternant ou proche de la retraite, je peux le lire, le comprendre et le commenter. Clairement. Et toi, Alma, c'était quoi? Alors, sur LinkedIn, c'est un post où j'ai commencé l'accroche comme ça. Je disais, si j'avais écouté mes parents, je ne serais pas celle que vous avez connue aujourd'hui. Et ouais. Ça, pareil, ça touche beaucoup de... Exactement, ça touche beaucoup de monde. Et en fait, dans le post, je suis en train d'expliquer que, de base, mes parents, ils voulaient que je fasse une filière scientifique et que je fasse un métier en rapport avec la médecine, etc. Et en fait, j'expliquais que dès le lycée, je savais très bien que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Et que je savais que je voulais un métier de terrain, en fait, un peu comme la communication, tu vois, et c'est exactement ce qu'on fait, on se déplace chez les clients, etc., on réfléchit à des stratégies, et en fait, c'était plus ça mon truc, plutôt que de faire des maths et de la chimie, en fait, tu vois. Je vois. Et donc, ça avait vraiment fait écho, et puis,
Après, tout à l'heure, tu vois, tu posais la question de est-ce qu'il y a une recette de la viralité. Je pense que c'est un post où j'avais quand même un peu étudié les probabilités, dans le sens où je parle de l'opposition entre les parents et les enfants, ce qu'ils veulent, les enfants pas très obéissants mais qui finissent par réussir quand même dans ce qu'ils ont choisi, parce qu'il y en a beaucoup qui échouent et ça fait mal en fait, parce que ils ont défendu ce qu'ils voulaient faire de base, ils croyaient en leurs rêves et finalement ça a pas marché, donc c'est vraiment dur. Et je parlais également de la culture, parce que je suis sénégalaise d'origine, et dans ma culture ça se fait pas trop en fait de pas écouter ses parents. Donc j'ai eu plein de gens de ma culture, etc., ou juste des Africains tout court en fait qui se sont reconnus, donc ça a fait que le post il a vraiment très marché. Et par-dessus tout la photo, c'était très important, mais c'était une photo où j'étais en tenue traditionnelle. C'était un shooting très simple. Je me suis pas mis en image, etc., mais c'était des photos de famille. En fait, j'avais choisi mon portrait pendant les photos de famille, tu vois. Donc, ça avait touché un peu. Et il y a ce côté émotion qui revient. Et en fait, c'est ça. Pour moi, en fait, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais il y a des choses qui fonctionnent aussi. C'est qu'en fait, vous pouvez choisir un sujet très, ce qu'on appelle haut de tunnel dans le jargon, un sujet très grand public, mais complètement le foirer, parce qu'il est mal amené, parce qu'il est mal écrit, parce que l'image n'est pas la bonne, etc. Le choix du sujet, c'est du fond, et la manière de l'amener, c'est de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va être l'essence même d'un contenu qui peut fonctionner ou non, être viral ou non, si on répond à notre question, c'est la manière dont on l'amène. Et c'est surtout la première chose qu'on envoie. C'est soit l'accroche du post, hein, donc c'est la première ligne du post, et la seconde, enfin, ou l'autre version en vidéo, c'est la première phrase que vous dites. Par exemple, est-ce que tu peux me redonner ton accroche sur LinkedIn de ce post? Si j'avais écouté mes parents, je serais pas celle que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Et donc, si on prend ça, imaginons si je l'avais mal amené, ça aurait pu dire, l'histoire de mon refus auprès de mes parents. Nul. Désolée. Le coup près est tombé. Le coup près est tombé, s'appelle Alma Fan. Du coup, non, en fait, vous voyez, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi l'émotion qu'on fait ressentir derrière. Oui. Et ça vient avec la première phrase qu'on fait, et c'est quelque chose sur lequel je me bats et contre lequel je suis battue hier contre Brian, mais alors pas littéralement. C'est en fait de ne jamais oublier que sur les réseaux sociaux, on est en position de découverte constante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un algorithme, mais que j'ai construit brique par brique, et tu le sais à quel point mon TikTok, il est construit brique par brique. C'est parfait, mon TikTok. Et en fait, je vois passer les contenus parce que l'algorithme me le pousse, donc il se calque sur ce que j'aime. Mais même si je le sais, je ne sais pas quel contenu je vais voir passer après le suivant, enfin après le précédent. Donc le suivant, je ne sais pas de quoi il va être fait. Donc en fait, si vous l'écrivez de manière un peu molle, avec par exemple le côté l'histoire de mon histoire de points, pourquoi j'ai refusé de faire ce que mes parents voulaient. C'est pas mal, ça ajoute, mais c'est pas assez accrocheur que si jamais vous me dites si j'avais écouté mes parents, donc en plus voilà, ça réveille ce que tu dis très bien, que ce soit plus culturel en Afrique que en Europe. Au final, la défiance aux parents, c'est un sujet qui touche tous les enfants du monde. Donc, et on est tous les enfants de quelqu'un. Et on a tous été enfants ou ados ou jeunes, etc. Tout ça c'est beaucoup plus fort parce que ça touche au quotidien et ça touche surtout presque à l'intime. Et en fait, donc il y a ça, mais du coup, n'oubliez jamais qu'en fait, votre post, il passe par le hasard algorithmique, mais que la personne, elle est en découverte totale quand elle voit passer votre post. Même si elle vous suit depuis longtemps, même si elle aime vos vidéos, même si elle aime vos contenus en fonction du secteur dans lequel vous êtes et du réseau sur lequel vous êtes, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver dans votre contenu. Donc c'est à vous d'aller chercher son attention. Donc pour moi, vraiment la première phrase est le plus important. Vous me posez pas la question parce que vous me détestez, mais moi, mon contenu le plus viral. C'est clair, j'avoue. Quels sont tes contenus les plus viraux, Juliette? Merci. La meuf qui a trop besoin de reconnaissance. Moi, mon contenu le plus viral, c'est là où, en fait, moi, c'était un sujet un peu moins grand public. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus de mal à me l'expliquer. Et donc, peut-être que de votre regard extérieur, ce serait pas mal d'avoir votre analyse. Moi, c'est la vidéo qui est aujourd'hui la vidéo qui est la plus vue, qui a fait 4,5 millions, un truc comme ça, sur TikTok, sur laquelle je disais, moi, je négocie pas avec un client qui me dit que c'est trop cher. Et ça, je me rappelle très bien, c'est parce qu'en fait, genre, quelques jours avant le tournage, je m'étais pris la tête par mail avec un prospect, qui me disait, c'est trop cher ce que tu proposes, etc. Et en fait, je lui avais dit, écoute, en fait, si pour toi c'est trop cher, ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Et en fait, ça, c'est un truc que j'applique tout le temps.
moi, je négocie avec des gens qui me disent, j'ai pas le budget, mais j'aimerais bien bosser avec toi, que des gens qui me disent avec mépris, c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais. Si c'est trop cher pour ce que c'est, eh ben, tu sais quoi, tu vas trouver quelqu'un de moins cher. Voilà. Vous connaissez la meuf maintenant. Mais du coup, effectivement. Mais voilà, après, chacun a son avis là-dessus. Mais voilà, moi, le truc, donc, cette vidéo-là, je pense très honnêtement ce qui a fait la viralité de cette vidéo, c'est l'arrogance dans laquelle je commence la vidéo, honnêtement, parce que moi, je suis quelqu'un de sûr de moi et je pense que n'est pas forcément très habitué à voir des femmes qui parlent d'argent, de négociation de prix, etc. aussi facilement et avec cette arrogance, parce que ça, je le sais que c'est un retour qu'on me fait souvent. Est-ce que je le prends comme un compliment? Parfois, oui. Mais du coup, je sais que j'ai ce côté arrogant qui peut aussi énerver et donc ça crée de la viralité aussi. Et puis aussi peut-être parce que c'est pas un discours, c'est le côté un peu antithèse des discours qu'on voit souvent. Comme sur ton post, donc là je suis en train de faire l'auto-analyse, mais je pense que, et je vais vous laisser la parole après, mais je pense que c'est peut-être aussi le côté antinomique et on n'a pas habitué à entendre ce genre de discours, comme on n'est pas habitué à dire en fait j'ai pas écouté mes parents et ça m'a réussi. Ouais, je pense. Mais en fait, toi, j'ai une autre vision des choses, du pourquoi ta vidéo a marché. C'est surtout parce que beaucoup de gens ont déjà été confrontés à ça. Si t'as déjà entrepris, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'as déjà entrepris, t'as forcément, surtout à tes débuts. Entrepreneurier, on dit entrepreneurier. T'as sûrement déjà. 5 ans après. Bah oui, Internet Explorer, tu vois, le mec. Bref. Ça, c'est totalement nous. On s'égare, les amis. Pardon. Concentrons-nous. Donc, j'étais en train de dire, en fait, tout le monde a déjà forcément été confronté à ça, en fait. Ça parle à tout le monde. Ou alors, de l'autre côté, il y a les gens qui ont déjà fait ça. Qui sont négocié, ouais. En fait, exactement, et qui sont reconnus, tu vois. Donc, en vrai, t'as les deux prismes. Et t'as les deux camps, en fait, qui comprennent ou pas ce que t'essaies d'expliquer. C'était ça aussi, c'était comme tu le disais, c'était le sujet clivant. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il faut forcément être clivant pour être viral sur les réseaux d'après toi, Brian? Pardon. Vas-y. Brian, vas-y. Non, mais juste après. Ok. Non, j'allais dire être trop clivant, des fois c'est chiant. Ouais. Il y en a sur les réseaux, ils en font une personnalité c'est où ça. Ils sont jamais d'accord, même avec des trucs terre à terre sur lesquels tout le monde est vraiment d'accord. Mais tu vois que c'est peut-être un peu. Tu penses que c'est parce que c'est forcé? Franchement, oui. Okay. Je pense que des fois, il y en a, ils font exprès et ils essaient d'en faire un personal branding, en fait, d'être le mec qui est pas d'accord avec les autres, tu vois, qui partage pas la vie des autres, tu vois. Et bah non, en fait. Je trouve que des fois, tu peux être clivant et au moins, on sait que c'est sincère parce que c'est hyper important, moi, je trouve, la sincérité sur les réseaux. Au moins, on sait que c'est sincère, c'est vraiment ta personnalité, c'est vraiment ce que tu penses, tu vois, plutôt que de t'inventer une vie et de jamais être d'accord avec les gens pour que ça fasse des vues et que ça fasse du clic. Et justement, en fait, pour toi, Brian, est-ce qu'il faut forcément être clivant sur les réseaux ou au contraire, en fait, si tu le pousses trop, ça se voit et donc, en fait, bah, ça fait l'effet d'un pétard mouillé? Je suis assez d'accord avec Alma sur ça. Pour le coup, la sincérité et l'authenticité, pour moi, c'est le critère number one pour ses pairs, on va dire, sur les réseaux, pour vraiment te faire ta place et être reconnaissable. Mais être trop clivant tout le temps, c'est moins divertissant, en fait, à la longue. Et puis, tu peux pas être tout le temps clivant en vérité, tu vois. Est-ce que être viral, c'est utile pour le business? Ça, on s'en parle aussi. Par exemple, c'est des objections qu'on a souvent à l'agence quand on ouvre en fait des sujets un peu plus grands, par exemple pour développer le personal branding, etc. Si vous développez votre personal branding et donc nous, quand on le fait pour les clients, il y a un truc un petit peu antinomique de personnes qui vont se dire il faut que j'ai de la visibilité, mais par contre, je veux parler que de mon expertise, je veux pas parler d'autre chose, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en fait, c'est encore une fois, les sujets grand public sont des sujets grand public. Donc effectivement, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est que est-ce que ça sert à quelque chose de chercher pas forcément de la viralité, mais plus de visibilité, des posts plus grand public pour son business? Est-ce que c'est utile? Oui. Alors oui, mais faut s'enlever de la tête. Je pense que les posts les plus viraux, c'est pas ceux qui convertissent le plus aussi. Exactement, c'est vrai. Il y a cette croyance limitante aussi de se dire que plus je vais être visible partout, plus je vais avoir plein de clients, mais ça veut pas dire que tu vas avoir des clients de qualité. Donc ça c'est déjà un indicateur à prendre en compte. Et surtout, tu peux avoir deux posts, un qui a fait
1000 interactions au total et un autre qui en a fait 10 000, majoritairement souvent c'est le plus faible qui va le mieux convertir parce que c'est celui-là qui va parler le plus de ton expertise en fait. Donc c'est celui qui va te mettre le mieux en lumière. Par définition, un sujet expertise, il va être vu par moins de personnes, mais s'il est vu par les bonnes personnes, c'est là où ça convertit. En fait, il est vu par les bonnes personnes et les bonnes cibles, le sujet expert, tu vois. Alors, il n'est pas toujours vu par les bonnes personnes, les bonnes cibles. Effectivement, mais c'est le poste qui va le mieux mettre en avant tes compétences, par exemple, ou ton expérience sur telle ou telle chose. Donc du coup, il y a la confiance qu'on alloue derrière qui entre en jeu, et donc du coup, conversion assurée là où un poste top of funnel va peut-être moins convertir. Moi, je pense que la recette, c'est un mix des deux. Ouais. Je pense qu'il faut chercher la viralité. Tout à fait. Mais il faut aussi parler de son expertise de façon assurée sur des sujets qu'on maîtrise, tu vois. Parce qu'il y a un truc sur les réseaux, c'est qu'en général, ceux qui achètent, ils ne commentent pas ou ils n'interagissent pas forcément. Enfin, tu les vois pas dans les commentaires ou dans ce genre de trucs. Exactement. Des fois, ils sortent de nulle part et tu te dis, mais punaise, il sort d'où lui, tu vois. Donc, je pense qu'il faut les deux. Chercher la viralité, c'est important parce que c'est ce qui permet de porter les autres contenus. Parce qu'en fait, les réseaux, c'est un algorithme. Ouais. Et en fait, plus t'es vu, plus l'algorithme, il va pousser ton contenu, c'est mathématique. Donc, chercher la viralité, c'est un bon levier pour donner de la visibilité à tes posts expertise. Ouais. Et après, c'est un mélange des deux qui va faire que ton client, il va signer ou pas. Parce que les posts en général, qui deviennent viraux, sont les posts en général où tu parles soit de sujets de société, soit de sujets qui te concernent toi. Donc, dans tous les cas, le client, il apprend à te connaître et d'une certaine manière, en fait, il adhère ou pas à tes opinions. Ouais. Et c'est hyper important parce que ça permet d'attirer à soi des clients qui nous ressemblent, avec qui on partage des valeurs. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple de collaborer que dans le sens inverse, en fait. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Je vous rejoins tous les deux. Oh là là, c'est beau. On se tient la main, on chante. Non, pour le coup, en fait, je suis d'accord avec tous deux. De toute façon, vous êtes aussi sensiblement d'accord. Donc, c'est ça qui est magnifique. Mais non, c'est surtout qu'en fait, oui, la viralité est utile pour le business. Oui, la visibilité est utile pour le business. Mais ça dépend aussi de ce que l'on veut en faire. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mal à vouloir que de la viralité, mais dans ces cas-là, on devient plutôt influenceur. Il n'y a pas de mal à vouloir devenir influenceur. Mais du coup, c'est pas exactement les mêmes choses. Donc, on va pas appuyer sur une expertise si on veut devenir influenceur. Oui. Voilà, on va plutôt montrer en avant du lifestyle, des sujets de société. C'est pas la même stratégie, en fait. Exactement. En fait, tout dépend de votre stratégie, de vos objectifs. En revanche, être visible est utile pour le business, mais on peut faire du business sans être forcément visible. On avait un client à l'agence qu'on a eu la joie d'avoir en coaching pendant un bon moment, et en fait là il vole de ses propres ailes. Ses posts sur LinkedIn, ils font pas des scores de malade, mais par contre à chaque poste ou presque, il a un prospect. Parce qu'en fait, il faut aussi prendre en compte le secteur d'activité. Il y a des activités qui sont beaucoup plus silencieuses que d'autres. C'est-à-dire que si vous vous adressez aux experts comptables, bon courage pour être visible sur vos non, pour être viral surtout, parce que vous pouvez être visible, parce qu'il y a des experts comptables traînent sur LinkedIn eux aussi, on parle de LinkedIn, ou YouTube aussi sont pas mal présents dessus, mais c'est une population. Je dis expert comptable, mais c'est aussi, il y en a plein d'autres, toutes les personnes qui sont dans l'administratif. On va avoir aussi certaines spécialités du droit, donc certains avocats qui sont très silencieux aussi. Très silencieux, Tout ce qui est développeur web, etc., c'est plutôt des populations qui sont assez timides de nature et de culture. Ils sont très entre eux aussi, quand même. Exactement. Et en fait, c'est juste que nous, par exemple, les entrepreneurs et les communicants, on ne fait que ça, que de gueuler. Ouais. Donc évidemment qu'on nous voit beaucoup, et nous en fait c'est un synonyme, enfin c'est un symptôme en fait que notre contenu fonctionne, mais parce qu'en fait il y a certaines professions, faut toujours remettre dans leur contexte. Certaines professions auront plus de mal à partir visibles et virales sur leur secteur d'activité en particulier, parce que ils ont une cible qui est vraiment silencieuse. Donc ça dépend aussi beaucoup du secteur d'activité, et puis surtout le business, la viralité ne fait pas le business, et le business ne fait pas la viralité non plus, parce que c'est pareil, ça dépend. Ça, c'est un discours qu'on entend souvent sur LinkedIn, qui est en fait, oui, non, mais moi, je cherche pas des vues. Moi, je fais ça que pour le business. Si t'écrivais que pour toi, t'écrirais dans ton journal intime. Voilà. Donc le truc, c'est que il faut aussi remettre un petit peu, faut aussi être honnête. Faut aussi être honnête avec tout ça. Ça apporte aussi beaucoup. Et surtout, nous, par exemple, on a eu à l'agence des personnes pour lesquelles on a fait des stratégies de communication qui étaient extrêmement reconnues dans leur secteur en interne, et qui avaient besoin juste d'ouvrir un petit peu et que les gens les connaissent un petit peu plus en dehors aussi. Ça arrive. Et pourtant, c'était pas du tout une personne qui manquait de business. Elle n'avait pas besoin de cette stratégie de communication pour se faire connaître par
par ses clients, mais pour se faire connaître par le grand public et démocratiser son savoir, en fait. Donc, ça dépend aussi beaucoup. On va finir cet épisode sur une question. C'est, comme d'habitude, est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent à tous les coups, selon vous? Donc, est-ce que on est sûr de partir viral avec de la vidéo, ou est-ce qu'il faut éviter à tout prix d'avoir juste une photo? Ou est-ce que pareil, en fait, ça dépend de la vidéo? Pour moi, ça dépend de la plateforme sur laquelle on communique. Et de son algorithme aussi, et surtout de gens qui s'y trouvent. Il y a des audiences qui préfèrent lire. Tu vas pas essayer d'être viral sur Wattpad par de la vidéo, ça va pas marcher, tu vois. Enfin, par exemple. Ouais. Tout comme sur TikTok, t'es sûr que si tu veux percer, faut que tu fasses de la vidéo. Ouais. Les carousels, il y en a, mais pour qu'un carrousel il soit viral sur TikTok, faut vraiment que ce soit quelque chose de fort et qui suscite vraiment l'émotion. Faut un scroll stopper de fou malade, tu vois, faut des accroches de dingue. Enfin, il y a toute une recette en fait pour qu'un carrousel il soit viral sur TikTok comparé à Instagram où l'algorithme en ce moment, il pousse de plus en plus les carousels. Donc si t'as un bon sujet avec un design qui est trop bien et une musique qui va super bien avec et qui donne un mood, tu vois, au post, bah là t'as des chances d'être viral en fait et d'être sur l'explorer page. Donc en vrai je pense que ça dépend du format, ça dépend du réseau et ça dépend aussi fortement de l'audience et de l'algorithme quoi. Et toi Brian? Je suis complètement d'accord avec Alma sur le choix du réseau. En revanche, moi je suis plus partisan du format vidéo. On l'a vu, hein, ça a explosé littéralement, mais il faut pas du tout mettre tous ses œufs dans le même panier parce que là où sur un LinkedIn le format vidéo a explosé quand on a eu le feed vidéo. Le feed vidéo, mais maintenant ils l'ont retiré, tu vois. T'as vu ça, du jour au lendemain. C'est un truc de dingue, hein. Et donc du coup, quand t'es une entreprise qui communique à mort sur format vidéo, tu mets tous tes œufs dans le même panier, t'es dépendant en gros de l'outil. Donc du coup, ça c'est problématique, c'est le conseil que je pourrais donner. Mais je reste persuadé que le format vidéo est le meilleur format, le moyen le plus facile pour transmettre l'émotion en fait. C'est ça. En fait, c'est ce que tu dis là-dessus. En vidéo, on transmet en fait ce qu'on ne peut pas transmettre à travers les écrits et à travers même les images. C'est qu'en fait, on a la voix, la tonalité, l'énergie, etc. Il y a plein de choses qui vont être mises en place. Pour moi, en fait, il n'y a pas de format qui propose d'être forcément viral, hein. En fait, il y a même des surprises incroyables en fonction aussi de la génération. On a une cliente pour le coup, elle, on avait essayé par exemple les vidéos sur Instagram, des vidéos très courtes de 8 secondes qui étaient très à la mode sur des sons tendances, etc. Sur son audience, ça ne prenait pas du tout parce qu'en fait, elle a une audience qui va de 40 à 60 ans et donc en fait, c'est pas du tout la manière dont cette population-là consomme le contenu parce que c'est une population qui a découvert Internet sur le tard parce que c'est arrivé sur le tard dans leur vie adulte, pas moi, c'était dans ma vie d'enfant. Vous êtes né avec. Et du coup, en fait, par exemple, cette personne, je te montrerai, elle a lancé une newsletter sur Substack. Mais enfin, ça cartonne. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pratiquement 6000 abonnés, elle fait du 60% d'ouverture et elle sur Substack, elle récolte des 150, 200 likes sur ses posts. C'est un truc de donc elle est virale sur Substack, c'est un truc de zinzin. Et parce qu'en fait, et on en discutait en fait toutes les deux avec cette cliente et je lui disais mais en vrai, je pense aussi parce que tu as aussi une population qui te lit, qui est plutôt habituée à lire du contenu long. Alors que nous, si tu vises effectivement des personnes qui sont un peu plus jeunes, on est habitué à du snack. On est habitué à des trucs très très rapides, etc. C'est vrai qu'il y a ce truc aussi de comment ton audience consomme ton contenu. En fait, comment ton audience consomme le contenu. C'est pas consomme ton contenu. Ça, c'est encore une fois, attention, monsieur Bertrand. C'est qu'en fait, les gens ne consomment pas, c'est très rare, les gens qui vont se connecter à notre compte tous les matins pour aller consommer spécifiquement notre contenu. Oui, c'est vrai. Ils vont se connecter sur leur fil d'actualité et ils vont regarder un petit peu ce qui y passe, etc., tu vois. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a aussi un côté générationnel. Il faut aussi, en fait, tout part de vos objectifs, tout part de votre cible. Et surtout, en fait, est-ce qu'il faut vraiment toujours chercher à être viral? C'est une question aussi. Il faut chercher de la visibilité. Mais la viralité à tout prix, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas une chimère qu'on poursuit? Parce qu'en plus, comme on se le disait, il y a aussi un côté probabilité. Il y a des vidéos qu'on penserait virales qui ne l'ont pas du tout été. Il y a des vidéos qu'on pensait être moyennes et qui deviennent virales, etc. Donc en soi, je pense que moi, ma réponse à la question, est-ce qu'il y a il y a vraiment une recette pour être viral? La réponse est oui et non. Donc c'est très frustrant comme épisode de podcast. Et aussi, ma question, je vous amène à une question suivante, c'est pourquoi avez-vous besoin de la viralité? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que ça réveille pas nos instincts d'avoir envie d'être populaire? Juste ça. Tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Moi, j'ai une autre vision des choses.
Si je me mets dans les bottes d'une meuf qui bosse dans le marketing et la com, tu vois. Moi, t'es jamais dans ces bottes-là, en plus. Ah bah non, du tout. je me dis que chercher la viralité, c'est important parce qu'en fait, ça te permet de toujours analyser ce qui se passe sur les réseaux, tu vois. Ouais. Et chercher les performances, analyser les algorithmes et faire du test and learn, tu vois. Moi, je trouve que c'est hyper important de chercher la viralité dans notre métier. Alors, je suis d'accord. Voilà, je me rectifie, tu fais bien de le dire. Je parle pour des personnes qui font pas le métier. Pour nous, on est obligé d'aller chercher de la performance. Okay. Pour nos clients, etc. C'est obligatoire. Ouais. On peut pas dire aux clients, ouais, non, on s'en fout. C'est hors de question. Évidemment, nous on va aller chercher toujours le meilleur dans le contexte que l'on a de toute façon. Mais effectivement, il faut que. Par contre, moi, je disais ça pour les personnes qui en fait vont créer leur propre contenu et vont se dire, il faut absolument que je parte viral. Et pourquoi vous le faites? Si je me mets dans les bottes d'une créatrice de contenu, je pense que ça peut très très vite prendre la tête et ça peut vraiment rendre ouf, tu vois, parce qu'en fait, tu passes ton temps H24 à penser à ça et tu passes à côté de l'essentiel. En fait, quand t'as les pieds, les mains, les yeux dans la création de contenu, si tu passes ton temps à chercher la viralité, tu vas passer à côté de ce que ton audience veut vraiment voir parce qu'en fait, tu vas être concentré sur ce que tu penses être le mieux pour percer, en fait. Alors que c'est pas forcément ça. En vrai, pour vraiment percer en tant que créateur de contenu, je pense qu'il faut être très à l'écoute de son audience. Pour moi, la viralité en tant que créateur de contenu, faut vraiment la chercher au départ, parce qu'en fait, c'est ce qui te permet d'avoir une visibilité, tu vois. Mais une fois que tu as atteint tes premiers 10 000 abonnés, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce que ton audience veut voir, parce que c'est ce qui va te permettre sur le long terme d'être pérenne. Et après, c'est ton audience qui décide ou pas si tu deviens viral ou pas, quoi. Complètement, ouais. Je vous poserai une dernière question pour clôturer comme d'habitude. J'attends une réponse plutôt courte, si ça vous va, comme ça en clôture. Okay. Est-ce que d'après vous, il y a un facteur chance dans la viralité, ou est-ce que c'est que lié, est-ce qu'il y a une petite part de chance, ou est-ce que c'est que lié à différents facteurs qu'on maîtrise pas toujours, mais pas de la chance? Moi, j'aurais pas dit de la chance, j'aurais dit de la probabilité. Ok. Ça rejoint Alma. C'est pas de la chance, c'est vraiment être là au bon moment, au bon endroit. C'est de la chance. Moi, j'appelle ça de la chance. Oui. Bref. Il y a de vous la nous chance, découvrez dans notre quotidien. Vraiment, là, c'est le dernier, donc on est fatigué. J'en peux plus. T'inquiète pas, on va arrêter après. Donc ouais, moi je pense qu'il y a quand même, on appelle ça chance ou proba. Je pense qu'il y a quand même une petite part de chance là-dessus. Je pense effectivement que c'est aussi la manière dont résonne le bon contenu au bon moment. C'est il y a forcément un moment où il y a un truc qu'on maîtrise pas qui va faire que ça va partir viral. Ça veut pas dire qu'en fait, et là je parle en tant que spécialiste là-dessus, mais on fait quand même on essaye de faire preuve d'humilité et en fait on garantit jamais la viralité à nos clients. On fait une garantie de moyens, on fera tout pour, mais on ne peut pas tout maîtriser et en fait encore une fois on ne maîtrise pas la manière dont ça résonne et donc pour moi il y a une petite part de chance aussi là-dessus. Mais c'est là-dessus qu'on se quittera et dites-nous si vous dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il y a une part de chance dans la viralité ou pas, ou si c'est juste en fait de la maîtrise et que dans ce cas-là on est nul. Mais non, en vrai, pour le coup, voilà, moi, j'ai plutôt cette opinion-là, mais ça m'intéresse d'avoir la vôtre. Donc, n'hésitez pas à nous partager votre opinion en commentaire. Alma, Brian. Merci beaucoup pour pour votre présence. Merci à vous pour votre fidélité pour ce déjà 3e épisode de Break Room. On se retrouve bientôt pour le 4e. À très vite. À très vite.